Une fois que j'ai brossé tout ce tableau-là, que bien évidemment, là, c'est qu'une idée que je vous donne, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses, Paragraphe 7, les modèles du stress. Tac. Donc là, on est sur la modélisation. Alors, quand je vous disais, dans les modèles, il y a toujours une intention. Alors là, c'est intéressant parce que dans les modèles du stress, il y a un type que je trouve très respectable du point de vue scientifique qui a dit ce qu'il veut faire, qui a dit quelle est son intention. Et c'est le gars qui a inventé le stress, on va dire. Et il s'appelle Seeley. Et il a dit très exactement ce qu'il veut faire. Et ça, je trouve, scientifiquement, c'est la démarche. Qu'il ait tort ou pas, peu importe, il est respectable. Ce type, bon, il est mort, donc on peut lui faire des compliments. Il dit, donc c'est un médecin, hein. Ouvrez les guillemets, dans un livre qui s'appelle « Du rêve à la découverte », tiens, c'est toute une histoire ça, édition de la presse, etc. L'idée du concept de stress m'est venue en 1925, alors que j'étudiais la médecine à l'université de Prague. Je ne pouvais comprendre pourquoi, dès l'aube de l'histoire de la médecine, des médecins ont concentré tous leurs efforts sur la reconnaissance des maladies particulières et la découverte de remèdes spécifiques, sans prêter aucune attention à quelque chose de beaucoup plus évident, le syndrome du simple fait d'être malade. C'est-à-dire, il prétend, il dit, son modèle est de dire qu'il y a une maladie, des symptômes d'une maladie universelle, indépendamment de la maladie particulière. Ça va, ça? Ça, c'est important, ça. C'est important parce que ça, c'est le modèle du stress. C'est-à-dire, si on vient maintenant sur les modèles du stress, qui sont validés d'ailleurs par des accords nationaux interprofessionnels signés tant par les organisations syndicales patronales que de travailleurs, la caractérisation qui est là-dedans, c'est exactement dans cette ligne-là. Il n'y a pas un seul mot du travail, il y a une espèce de maladie universelle qui... C'est exactement ça. Sauf que la seule difficulté où c'est moins respectable, c'est qu'eux, ils ne disent pas l'hypothèse qu'ils font. Tandis que Seeley l'a dit. Seeley l'a dit, lui, il prétend qu'il y a une maladie universelle, les symptômes associés, et c'est tout. Alors, je vous rappelle la définition, la caractérisation du stress valable dans le monde du travail, puisque c'est des accords signés. Hein. Vous la connaissez tous ou... Non, je vais y aller, alors je la dis. Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre, donc je mets tout de suite les mots qu'il faudrait critiquer, mais on n'a pas le temps, ça serait l'objet d'un exposé particulier. Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre, donc ça c'est vraiment un mot à discuter hein, pour le psychologue, hein, entre la perception, c'est aussi un mot à discuter, qu'une personne a des contraintes aussi à discuter, que lui impose un environnement, et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Je la redis. Il n'y a pas un mot du travail, on est dans la lignée de ce modèle du stress de Seeley. Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose un environnement et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. On est dans la lignée, c'est un rejeton, c'est un petit enfant du modèle de Seeley. Alors, je parle Karasek, mais il y en a toute une série, hein, modèle effet récompense, Sigrist et tout ça, mais vous ferez la même chose, vous appliquerez les mêmes raisonnements, c'est en gros les mêmes trucs. Hein, bon, voilà. On prend Karasek parce que c'est le plus connu, et puis c'est celui que j'ai bossé. Ah oui. Alors, il repose sur quoi ce modèle de Karasek? Il repose déjà sur cette théorie du stress. Il repose sur un questionnaire. Il est généraliste et ne s'intéresse pas au travail réel. J'insiste pas là-dessus parce qu'encore une fois, on est au CNAM, donc normalement, vous avez entendu parler de la différence entre le travail réel et le travail prescrit. Donc ce questionnaire ne s'intéresse pas du tout au travail réel. Vous irez, ce que ça intéresse, vous irez regarder les questions qu'il y a dedans sur Internet. Hein, Alors, il n'est pas lié au travail. Hein. J'ai regardé les trucs et je me suis dit, effectivement, ce questionnaire, je pourrais très bien le faire passer aux gens qui sont au Club Med. Ben oui. Mais c'est vrai, ils peuvent répondre. Hein. On peut calculer leur taux de stress qu'à des mourants dans un hôpital. Hein. Soutien social, machin, tout ce truc, je suis en train de mourir, est-ce que j'ai de la famille qui vient non, mais on est vraiment dans le truc du stress de Seeley. Hein. C'est-à-dire, on peut poser cette question à n'importe quel collectif. Hein.
malades dans un hôpital, les gens qui sont au Club Med, on va trouver un chiffre et hop. Bon, voilà. Alors, qu'est-ce qui... alors, bien évidemment, bon là je vais un peu vite parce qu'il ne tient pas compte de la souffrance éthique, ça c'est pas son problème. Au fait d'être amené à faire du mauvais travail, pas plus d'ailleurs que la dynamique psychologique du travail. Je vais un peu vite, c'est pas que j'ai pas envie de parler de psychologie, je pourrais, mais c'est pas l'objet vraiment de l'exposé. Hein. Je ferai l'objet d'un autre exposé, voilà, conclure comme ça. Et tient pas compte du tout non plus de tout ce qui est délit de la souffrance. On peut très bien être très mal et décider un peu collectivement, plus ou moins consciemment, qu'on ne répond pas au questionnaire. Par exemple, enfin, tout ça, le modèle, il touche pas à ça. Hein. Alors évidemment, il fait des statistiques pures et dures. Il fait son échantillonnage, 40% de femmes ont répondu, 10% de jeunes. Alors là, on a tout ça, sauf que tronçonner une population de travail comme ça, à mon avis, hein, vous avez certainement beaucoup de notions en sciences humaines, en psychologie, c'est pas comme ça qu'il faudrait tronçonner, enfin tronçonner, c'est un mot un peu barbare, une population de travail. Il faudrait tronçonner au moins entre ce collectif de travail, il est plutôt sur le déni, l'autre il est plutôt ça, est-ce que les gens qui souffrent répondent, enfin, et comment on veut mesurer ça, moi je ne sais pas, hein. Enfin j'ai pas la réponse, mais je vous rends attentif que le tronçonnage statistique fait, il est exactement le même que si vous tirez les boules de loto. C'est-à-dire, la boule de loto n'a pas d'intention spéciale en tête pour répondre à ta sollicitation si tu la tires au sort. Tandis qu'un mec qui travaille, oui, quand même, il peut avoir l'intention de vouloir montrer à la direction que ça ne va pas, il peut avoir l'intention de rien vouloir montrer du tout, enfin, il y a plein de choses que je ne sais pas, moi. Le seul truc que je pourrais faire, c'est d'aller lui demander. Et encore, mais on pourrait aller lui demander. Voilà. Ben, ça, après, ça s'appelle la psychologie clinique. Hein. Enfin, bon. Ah oui. Bon, donc, ça va encore, il y a encore un peu de temps. Alors, il y a d'autres hypothèses là-dedans. Il faut vraiment y aller. Hein. Il faudrait scoltiner le truc, les gens qui sont amenés à l'utiliser ou être soumis à ça, si vous êtes dans l'entreprise. C'est-à-dire, ce modèle prétend pouvoir mesurer la perception. Hein. C'est une hypothèse. Alors, on peut être d'accord ou pas, mais il faut au moins la discuter si vous voulez utiliser ce truc. Ça prétend mesurer la perception. Alors, rappelez-vous tout ce que j'ai dit à propos de la mesure. Hein. Comment c'est compliqué. Il faudrait une référence. Si on mesure, on a forcément une référence. Sinon, ça ne veut pas dire mesurer. Sinon, je peux dire je fais 1000 tonnes. Si je ne sais pas ce que c'est 1 kilo, je peux dire ce que je veux. Bon, en tout cas, moi, je trouve que c'est important de le pointer. Alors, évidemment, j'ai dit tout à l'heure, on additionne les réponses des gens avec des points, comme si effectivement un collectif de travail, c'était une addition, c'était des gens un à côté de l'autre. On sait que c'est pas vrai ça, hein. Enfin, j'espère qu'on est tous d'accord. Enfin, voilà. Sinon, il faudra refaire un exposé sur ça. Bon. Oui, après, il y a vraiment plein d'idéologies derrière que je dénoncerai tout à l'heure quand je vais parler d'un exemple précis. Hein. Je vais prendre un exemple précis. Hein. Les variables de départ, puisqu'ils prétendent faire des maths, hein, il faut parler un peu sérieux. En maths, il y a des variables de départ, il faudrait les définir. Hein. Alors l'autre jour j'ai répondu à une interview, alors j'avais écrit un truc, c'est vrai que c'est la question du journaliste, ça m'a fait réfléchir. Demande psychologique, c'est une variable du modèle de Karasek. Demande psychologique, c'est un truc, on met un chiffre sur ça. Alors c'est vrai qu'en discutant, enfin par échange de mails, je me suis rendu compte que j'avais jamais réfléchi ça. Alors j'ai fait comme tout le monde, j'ai ouvert des dictionnaires, qu'est-ce que ça veut dire demande? Bon, on ne trouvera pas de définition de demande psychologique dans la communauté des psychologues, hein. Moi je n'en ai pas trouvé. Hein. Donc j'ai regardé des dictionnaires, demande, ça veut dire écrit par parole ou par tout autre moyen signifier à l'interlocuteur ce qu'on veut de lui. Alors pourquoi mettre psychologique derrière? Ça devient creux, parce que du coup toute demande est psychologique, enfin ça devient compliqué. Y aurait-il des demandes non psychologiques? Enfin tout ça c'est compliqué si on veut faire des maths là-dessus. Non, parce que moi je veux bien, ils font ce qu'ils... Chacun qui modèle, il fait ce qu'il veut, il précise les modèles. Mais s'il veut faire des maths et que moi je suis obligé de faire des règles de 3 sur cette variable, il faut que je sache quand même qu'est-ce que ça veut dire, sinon je vais radoter. Donc en tout cas, moi je ne sais pas. Il y a de l'idéologie derrière, hein. Beaucoup d'idéologie, l'attitude décisionnelle, enfin, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il faut réfléchir à ce que ça veut dire. Ça veut dire que si tu n'as pas la latitude décisionnelle, tu vas tomber malade, en gros, enfin je simplifie un peu.
Bah, il y a d'autres civilisations, les gens ils arrêtent de bosser, hein, ils tombent pas malades. C'est pas dans ce modèle. Si on te donne pas les moyens de bosser, tu vois, en Afrique, les gars, ils vont pas se suicider, ils vont pas bosser. Hein. Bon, il y a plein de choses derrière. J'y viendrai tout à l'heure. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, sur ce modèle-là, on est vraiment dans le cas de figure quand Henri Poincaré a dit qu'on ne sait absolument rien dire des probabilités, qu'on ne sait rien dire. En tout cas, en tant que mathématicien, je ne sais absolument rien leur dire de leurs chiffres. Il y a des chiffres, bon, c'est beau les chiffres, mais je ne sais pas quoi dire de ça. Voilà. J'ai posé la question, mais je pense que vous y avez tous déjà réfléchi. Est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir ce truc pour savoir, voilà, admettons, je suis DRH, vous êtes mes employés, a priori j'ai une médecine du travail, je sais à peu près les endroits où ça cartonne. Hein. Je n'ai pas forcément besoin de payer un mec à, comment il a, ah ouais, Capitalismus und Gesundheit, là, pour pas citer l'expertise, 1 million d'euros, je crois que c'était pour faire un questionnaire Karasek chez France Télécom, hein. Pour faire des règles de 3, hein. C'était le chiffre, hein. Moi, je suis DRH, je sais très bien, la médecine du travail me dit dans ce secteur-là, ça cartonne, j'ai pas vraiment besoin de chiffres pour savoir que ça va prendre. Enfin bon. Donc, maintenant, je vais essayer d'entrer dans un exemple. Même si j'espère que je n'ai pas abruti tout le monde avec une somme de concepts là. Non, ça va. Parce que bon, faire une formation et on abrutit les gens, c'est pas bon. Hein. Je ne serais pas content. Alors, exemple de cartographie Karasek critique. Je vais marquer ça comme ça, c'est pas bien écrit. Donc, pour ceux qui ne savent pas, assez rapidement, le questionnaire Karasek, c'est un questionnaire qu'on donne aux gens. Il est composé de 26 questions. Avec 26 questions, on va faire une cartographie de l'ensemble du monde entier de l'entreprise pour savoir s'ils vont bien ou pas bien. 26 questions. Il dit mesurer les quantités de demande psychologique dont j'ai parlé. Je ne vais pas analyser tous les trucs, hein, ceux qui sont intéressés, ils trouveront. Hein. L'attitude décisionnelle, soutien social, sans toutefois définir autre. Ces variables-là ne sont définies qu'au travers des questions posées. Donc ça, c'est un peu étonnant. Bon, en tout cas, c'est comme ça, je n'ai pas trouvé autre chose. Alors, par exemple, j'ai mis là la liste des questions qui vont vous donner votre note de demande psychologique. Alors, ah oui, il y a une note à la fin. T'es bon, t'es pas bon. Hein. Alors, des questions, bon, la plupart les connaissent peut-être, mais je les donne quand même. Et j'insiste un peu, c'est que ça mesure et ça définit en même temps la demande psychologique. C'est un peu compliqué comme concept, mais... Alors, mon travail me demande de travailler très vite. Alors tu réponds oui, non, un peu passionnément, à la folie, tout ça. Non, mais après, tu es noté de 1 à 4. C'est toujours 1 à 4, il n'y a pas autre chose. Après, tu additionnes tout, tu divises par le nombre de gens qui répondent. Donc, tu as la moyenne du groupe aussi. C'est vrai, hein, c'est marqué dans les trucs. Alors, autre question. On me demande d'effectuer une quantité de travail excessive. Moi, au début, j'ai regardé grand comme ça, que c'est ça qui définit la demande psychologique. Hein. Je dispose du temps nécessaire pour exécuter correctement mon travail. Je reçois des ordres contradictoires de la part d'autres personnes. Mon travail me demande de travailler intensément. Mon travail me demande de longues périodes de concentration intense. Mes tâches sont souvent interrompues avant d'être achevées. Nécessite de les reprendre plus tard. Mon travail est très bousculé. Attendre le travail de collègues ou d'autres départements ralentit souvent mon propre travail. Voilà. Donc ça, c'est les questions qui vont vous donner votre note. Comme ça. J'ai pris que cette variable, hein, parce que le reste c'est fastidieux, c'est inintéressant, voilà. Il y a donc cette prétention à mesurer la perception sans unité de référence, on n'en a pas, j'y reviendrai dans l'exemple tout à l'heure que je vais donner. J'ai parlé de ces statistiques où effectivement on tronçonne la population suivant des critères qui n'ont absolument aucun sens, en tout cas pour moi, hein, qui suis en même temps psychologue et mathématicien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, tronçonner les gens entre le nombre de femmes qui répondent, le nombre d'hommes. Enfin, je réfléchis en direct, mais ça fait perdre du temps. C'est bon. Voilà. Donc ça, c'est globalement mon truc. Je vais entrer dans le détail. Alors vous pourrez faire la même chose avec les anti-annuels où on vous note hein, vos compétences comportementales. J'espère qu'il y en a certains qui vivent ces joyeusetés.
entre 1 et 4. Pareil, hein, si on mesure entre 1 et 4, ou ABCD, hein, c'est pareil, hein, c'est un chiffre, on va dire. Quelle est l'unité de référence? Comment, bon, enfin bon, moi je ne sais pas, mais je ne peux pas entrer là-dedans, hein, je vais juste me concentrer sur Karasek. Donc, 3 exemples. Deux exemples. Une d'une collègue que je vais juste donner le sens général parce que j'ai trouvé que c'est intéressant. C'est une collègue psychologue qui, de par son boulot, hein, a été obligée, amenée à faire passer des questionnaires aux gens d'une grande entreprise française. Et donc là, c'était, de mémoire, c'était chez les informaticiens. Donc ils avaient des bonnes notes. Et des bonnes notes. Mais comme cette psychologue, c'est quand même une vraie psychologue, on va dire, c'est pas quelqu'un qui se cache derrière les chiffres, elle est allée voir ce collectif en disant, bon, bah, si c'est comme ça, je vais aller vous dire à votre direction que tout se passe bien. Et donc d'un seul coup, il y a une fille qui a commencé à pleurer, ils ont tout déballé, etc. Et ils avaient des bonnes notes, hein. Donc ça c'est intéressant quand je vous dis, le modèle, il faut, le juge de paix après, c'est ce qui se passe sur le terrain. Donc là, on a un exemple qu'on pourrait écrire un jour où c'est complètement en désaccord. La note obtenue est complètement délirante. C'est un peu de la science-fiction, on va dire, voilà, par rapport à la situation de terrain. Alors, maintenant, je vais parler je vais prendre un tout petit peu plus que 10 minutes. Il me reste 10 minutes pour le débat, mais je vais commenter un rapport d'expertise qui a été fait avec le questionnaire Karasek, tout en restant anonyme, puisque c'est des choses anonymes, alors on va dire que c'est la boîte d'expertise Kapitalismus und Gesundheit qui fait ça, par exemple. Donc bon, là j'ai relevé des trucs qui m'ont choqué, enfin que je soumets à votre truc. Déjà, l'objectif annoncé, bon, il est là. Hein. Donc c'est des vraies citations, hein, c'est pas. L'objectif annoncé dans ce truc, c'est cartographie du vécu au travail. Déjà, avec tout ce que je vous ai dit, un modèle de Karasek qui parle de vécu au travail, on a un petit problème, en tout cas pour les gens qui ont un peu bossé la psycho, il y a un petit problème. Il n'y a pas du tout de vécu de travail. Hein. Alors eux, ils ont fait encore mieux que de tronçonner, ils ont tiré l'échantillon au sort. Hein. Donc ça c'est sympa, si je veux, on tire au sort l'échantillon des gens qui vont envoyer les questionnaires. Alors quand même, je vous disais, c'est très important dans un modèle d'avoir les hypothèses de départ, etc. Parce que sinon l'idéologie qu'il y a dedans, ça va vraiment suer de partout. Alors là, ça sue, ça transpire de partout. Alors c'est assez intéressant de constater. Alors, j'ai oublié de dire un truc, le modèle Karasek, quelque part, quand il est appliqué dans les boîtes, il est un peu manipulateur, parce qu'on dit aux gens, on va mesurer votre latitude décisionnelle, on va mesurer votre demande psychologique, et au résultat des courses, on ne les classe pas comme ça. On va classer les gens, est-ce que vous êtes actifs? Déjà, c'est autre chose, hein, idéologiquement. Alors, ils ne l'ont pas fait dans ce truc, mais je suis à peu près sûr que vu les questions que c'est, que si on avait regardé que les femmes, elles auraient forcément été inactives dans cette affaire. Parce que par contre, dans cette boîte d'expertise, c'est des vrais experts, hein, puisqu'ils ont été agréés expertise CHACT par l'ancien ministère, on va dire. Donc c'est des gens, bon voilà, c'est des experts. Quand même, quand je parle, c'était quand même intéressant de noter qu'avec ce système-là, où la base idéologique n'est pas décrite, hein, puisqu'on ne dit pas aux gens qu'est-ce qu'il y a derrière Karasek, ben, comme par hasard, c'est les chefs qui sont actifs. Et les agents les plus bas, catégorie C, ben, eux, ils n'avaient pas de demande psychologique. Comme ça. Dans leur note, hein, je ne parle pas de la réalité. Donc ça, c'est quand même, ça doit quand même faire réfléchir, hein, si un jour ça vous tombe dessus. Hein. Est-ce que ce modèle, il ne faut pas le mettre à la poubelle? Qu'est-ce que ça veut dire? D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire être actif, hein? Moi, pareil, on n'est pas du tout dans les sciences, moi c'est défini nulle part. Qu'est-ce que c'est être actif? Si moi je rêve, est-ce que c'est actif? Enfin, je ne sais rien. Moi,
Alors, issu de partout, parce que dans les trucs qui a marqué, du coup, effectivement, comme rien n'est lié au travail, rien n'est lié à la réalité intime du travail, pour être plus précis, dans ces questionnaires, et bien évidemment, dans les résultats, les synthèses et le rapport d'expertise, tout est mélangé. Comme par hasard, c'est aussi les gens qui ont 3 enfants qui sont actifs. C'est marqué dedans. Hein, encore une fois, c'est une boîte qui est agréée, c'est une boîte qui vient d'être agréée expertise CHACT. Donc on va supposer que c'est des experts. On va supposer que c'est le modèle Karasek qui déconne. Enfin, je ne sais pas qu'est-ce qui déconne, mais en tout cas, là, du coup, on découvre que c'est les chefs qui sont actifs, aussi les gens qui ont 3 enfants. Alors, un truc qui est quand même assez aussi intéressant, ceux qui disent qu'ils sont célibataires, ben, ils n'ont pas beaucoup de demandes psychologiques non plus. Non, mais c'est marqué, hein. C'est pas pour rigoler. Enfin, c'est rigolo, oui, mais si ça te tombe dessus, c'est pas drôle. C'est comme ça. Bon, bien évidemment, ah oui, alors, dans les passifs, j'ai noté, il y aurait particulièrement, c'est écrit comme ça, des personnes déclarant ne pas être en couple, page 2. C'est comme ça, hein. Alors, bien évidemment, dans tous ces trucs, si vous êtes amené à lire ça, il y a plein de charabia, hein, je peux me donner 2 secondes pour lire une phrase, hein. Je vois pas pourquoi ce charabia, il est donné en restitution, hein, à l'entreprise, hein. Il y a marqué par exemple les points figurant sur le graphique ci-dessus. Le cadran représente les points moyens barycentres de chaque groupe, mais cela ne renseigne pas sur la dispersion de chacun des groupes des 4 cadrans. Les analyses multivariées que nous serons réalisées plus loin permettront de mieux synthétiser l'information présente, ici en particulier en ce qui concerne le risque d'être dans le cadran détendu. C'est ça qu'on restitue aux gens quand même. Hein. Mais ça ressemble à un tour de stade. Ah mais moi je suis pas au CNAM, donc ça va. Voilà. Mais je dirai un mot tout à l'heure. Voilà. J'en dirai un mot. De façon plus générale. Donc, alors aussi un truc important qui est vraiment dans le modèle Karasek. On vous a dit qu'on prétend mesurer la perception. Alors pourquoi pas, encore une fois, moi, un type qui dit ça, bon, ben, il met en place des trucs, mais c'est pas ça qui se passe. Sous couvert, je dirais que sous couvert de prendre en compte la subjectivité des gens, en réalité, on va discréditer leurs paroles. Dans le texte, il y a marqué quoi? Dans le texte, il y a marqué, du coup, l'exposition à ces facteurs et l'appartenance à ces sous-populations augmentent le risque, il y a des phrases, de quoi? D'avoir le sentiment d'inutilité au travail, c'est-à-dire c'est un sentiment. D'avoir le sentiment d'inefficacité au travail, d'avoir le sentiment de ne pas avoir suffisamment de moyens pour ces sentiments. Donc sous prétexte de soi-disant mesurer la subjectivité des gens, on discrédite leurs paroles, puisque finalement, c'est pas qu'on te donne pas les moyens de faire un travail, c'est que tu as le sentiment qu'on te donne pas les moyens. Donc ça, c'est quand même à noter pour les psychologues qui sont là. Hein. Ça, on pourrait dire que c'est presque dégueulasse de faire ça. C'est-à-dire ta parole, elle est complètement discréditée. Bon. Alors, 3 derniers paragraphes de cette affaire. Je les lis parce que je pense qu'elles sont intéressantes à commenter. Toujours, j'insiste un peu parce que je trouve que c'est un peu dommage de ne pas parler des experts de cette expertise. Hein. C'est quand même intéressant, ces experts. Ils finissent par dire « Cette méthodologie, donc Karasek, a permis de dégager un certain nombre de résultats, mais souffre probablement pour l'instant d'un manque d'éléments de comparaison. » Vous vous rappelez que je vous ai dit que si on veut faire des stats, si on veut faire de la mesure, il faut avoir un élément de comparaison. Donc, voilà. Donc ça, c'est une entreprise qui est agréée expertise, qui fait des règles de 3, qui se fait payer très cher, parce que c'est cher ces trucs, et qui en fin de compte dit que finalement ils n'ont pas d'éléments de référence. C'est comme je vous disais, dans cette salle, il fait 15 degrés sans savoir ce que c'est 0 degré. C'est ça qu'ils nous disent. On continue, c'est pas fini. Il nous manque pour l'instant des éléments de comparaison issus de patata, peu importe l'endroit. D'autres organismes adoptent la même méthodologie, ce qui rendra possible dans un avenir proche les comparaisons avec des établissements et des références possibles.
C'est-à-dire là, on est complètement en dehors des clous des statistiques, de tout ce qu'on va dire, on est complètement en dehors. Alors c'est normalement pas des charlots, c'est un truc d'experts. Ils sont en train de dire que toutes leurs statistiques, ça ne sert à rien quand même. Si moi je traduis avec cette rigueur des mathématiques dont je vous parlais tout à l'heure. Hein. Il continue. En tant que cabinet expert des RPS, Kapitalismus und Gesundheit, conseille d'approfondir certains facteurs mis en exergue dans cette étude par le biais d'approches qualitatives. Donc ils vous disent en gros, bah, allez demander aux gens ce qui se passe parce que nous on ne sait pas. Enfin, je suis un peu dingue, mais on sait que ça quand même. Hein. Des actions de prévention pourront alors être mises en place, c'est-à-dire on a fait une expertise, on ne peut rien faire pour l'instant, c'est marqué, c'est pas moi. Là, bon, évidemment je me moque un peu d'eux, mais c'est vraiment marqué. C'est à partir de ce moment-là que d'autres vont faire un autre boulot, aller demander aux gens qu'on pourra peut-être faire quelque chose. Alors, ils finissent par la suite, maintenant, que le patata dispose d'une connaissance du niveau actuel des RPS. Le niveau, c'est chiffres, hein, c'est ça qu'ils veulent dire. Hein. La reconduite, alors bon, ça c'est un peu normal, parce qu'on est dans un truc libéral, là, il faut garder les marchés. Ça c'est la seule chose que je comprends bien. La reconduite de ce type d'études est fortement recommandée afin de mesurer l'impact des actions de prévention qui auront été déployées. Bon, ça, franchement, c'est une des seules choses que je comprends bien, c'est normal. Non mais, bon, voilà. Alors, j'ai vu sur un... Bon, j'étais au Canada, là, récemment, je cite canadien. C'est intéressant, eux, ils ont déjà un peu mieux que nous, ils font par ordinateur. Les mêmes questions. Et donc, avant de faire les questions, il y a marqué quoi? Parce que ce que je dis là, c'est pas que un, c'est vraiment... Tout ce modèle, il a ce défaut, hein, pour tout le monde. Ils marquent dans la page de trucs, avant qu'ils répondent aux questions, les scores sont donnés par rapport à un référentiel standard global. Chaque entreprise étant un cas particulier, les scores de référence peuvent varier assez significativement. Donc ils te disent dès le début que de toute façon c'est de la dope. En tout cas en termes mathématiques. Hein, non, mais moi je veux bien, mais si on dit ça sans dire autre chose, moi je ne peux pas discuter. Voilà. Après on est dans le chiffre, c'est-à-dire dans une espèce de 1, 2, 3, là, ou 1, 2, 3, j'irai dans le bois. Voilà. C'est bien, on a dit 11 heures, il me reste 2 minutes. Conclusion, donc voilà. Je vais dire quelques petits trucs. Ouais, ça je ne suis pas obligé de dire parce que... non, parce qu'à la sortie, comme je ne vous connais pas et que vous ne me connaissez pas pour la plupart, j'ai photocopié une page où il y avait mon mail, si quelqu'un était intéressé, le jour où j'aurais un peu moins de paresse, que j'aurais mis un truc un peu plus, je l'enverrai, quoi. Mais ça, c'est des hypothèses. Il faut valider ça par le terrain, moi je vous le dis. Hein. Bon. Et en fait, oui, il faut dire, là j'ai dit des choses d'expertise, mais bon, en fait, ce que j'ai diffusé, c'est des questions et des réponses qu'un journaliste m'a posées, voilà. Et je crois que au mois de juillet, il y aura un numéro spécial sur la revue Santé Travail, donc il faut dire du bien des choses qu'on pense que c'est bien. La revue Santé Travail fera un numéro sur la santé et le chiffre ou la mesure, je ne connais pas le titre exact, donc je vous le recommande vivement voilà. Donc on me demandait quoi en ce qui concerne le retour aux chiffres, est-ce que ça clarifie les débats sur la santé psychique au travail? Bon, je crois que j'ai un peu répondu. Enfin, Karasek, j'ai répondu, enfin j'en ai parlé. Je crois que dans ces questions-là, on a assez peu besoin du chiffre. Bon, alors justement, le chiffre pour compter, il serait nécessaire, mais là c'est pas fait. Par exemple, compter le nombre de suicides au travail, là c'est intéressant. On pourrait en dire quelque chose, mais bon, c'est pas fait. On fait d'autres trucs, on fait des stats alors qu'on n'en a pas besoin, mais des vrais chiffres qu'on aurait besoin pour réfléchir collectivement, je veux dire les citoyens, hein, pas celui qui compte. Hein. C'est-à-dire, une fois qu'on compte bien, on peut se la raconter collectivement ensemble, c'est-à-dire interpréter. Mais ça, c'est un chiffre qui sert à compter, dans une visée descriptive. Voilà. Et bon, je voulais encore dire que c'est pas le chiffre et tout ça qui est à la base des sciences, c'est bien la logique qui est l'instrument général. Alors c'est une citation de Jean-Laurent d'Alembert qui est tout à fait en ligne et parallèle avec celle du scribe il y a 3650 ans. La logique,
c'est l'instrument général des sciences et le flambeau qui doit nous y guider. Alors la psychologie du travail, pour moi, en fait partie, bien évidemment. Vous ne pouvez pas vous affranchir de ces éléments de logique, de ces éléments de méthode qui viennent des mathématiques au sens vraiment de l'essence des mathématiques. On ne vous demande pas de calculer des intégrales. Personne ne vous demande ça. Alors si justement on m'a dit qu'au CNAM il y a des trucs là dans l'enseignement. Alors bon, c'est moi je prétends effectivement que j'aurai des amis pour un psychologue je vois pas l'intérêt de faire un module de statistique. Moi j'ai vu des rapports de psychologues qui mettent des stats, ils y comprennent rien, ils mélangent tout, enfin. Par contre, moi je pense et je prétends que le psychologue, ou d'ailleurs tout le monde, mais on parle du psychologue là, qu'on lui fasse un module, où par exemple on prend le livre de Henri Poincaré, La science et l'hypothèse, et qu'on le bosse une année, et bien moi je vous en fais des mathématiciens mieux que des statisticiens. Parce qu'on va bosser des trucs, on va bosser cette méthode, cette manière de penser qui est indispensable dans la rigueur pour faire des sciences, et même pas que pour faire des sciences, pour faire une intervention en entreprise, par exemple. C'est ça qui manque. Moi j'ai jamais vu, depuis que je fréquente un certain nombre de psychologues, en tout cas, moi j'ai jamais vu quelqu'un qui maîtrise des statistiques, je suis désolé. Alors à quoi bon leur apprendre ça covariance, machin, truc, avec des trucs invraisemblables. J'ai vu des calculs extrêmement compliqués pour décider que finalement le fait que les gens se plaignent du travail, c'est aussi lié au fait mathématiquement, statistiquement, qu'on ne leur donne pas les moyens de faire le boulot. Mais attends, je leur demandais, je le savais tout de suite, j'avais pas besoin non, mais c'est vrai, hein, j'ai des rapports comme ça. Bon, voilà. Donc, j'avais bien dit que je dirais quelque chose à ce sujet, c'est fait. Voilà. Voilà, alors je vais arrêter là juste pour dire que moi, pour moi, l'ambition de cet exposé, c'était effectivement pour un certain nombre de personnes, peut-être tout le monde, ce que j'ai constaté, c'est que quand un modèle Karasek ou des choses comme ça, quand des chiffres viennent en entreprise, les gens sont vraiment démunis pour les critiquer. Je crois qu'avec ça, peut-être un jour vous aurez un papier là-dessus, vous avez quand même un certain nombre d'éléments qui sont tout à fait appréhendables par vous, même si vous n'avez jamais fait des maths, pour commencer à discuter, critiquer, en tout cas mettre en débat cette question du questionnaire Karasek dans vos entreprises respectives. Et c'est ça une des ambitions de pourquoi j'ai eu plaisir, elle n'est pas finie d'ailleurs, que j'ai plaisir à faire cette intervention. Voilà. Donc avant de vous donner la parole, je vais passer donc avec un micro dans les rangs pour toutes les personnes désireuses de poser des questions. Je tenais à remercier Jean-Marie Kneip pour sa présentation, qui est en même temps un témoignage d'une articulation entre pratique et réflexion, ce qui n'est guère aisé, et qui pose en passant des questions de fond, notamment celle de la référence au réel, et de la vision lacunaire à laquelle aboutit la vision statistique des problèmes, et surtout la logique d'emprunt, au sens de la légitimité, au modèle de la mathématique, hein, par les sciences humaines. Le dernier point évoqué, celui d'une mise en question de l'apprentissage statistique, avec une ouverture sur la question de la logique, de ce que pourrait apporter la logique, mais aussi l'épistémologie. Parce que la lecture l'utilisation des modèles scientifiques ne va pas sans la connaissance de l'histoire. Hein. Il y aurait matière, me semble-t-il, au développement d'une réflexion sur la refonte de certains contenus d'enseignement, voyez, au profit de la pratique du psychologue, du travail. Hein. Donc c'est peut-être présenté sous la forme d'un pavé jeté dans la mare, mais voilà, je pense qu'il faut l'assumer en tant qu'objet nécessaire de débat.